Dans la pop culture, notamment aujourd'hui dans les séries depuis une vingtaine d'années, que ce soit des séries comme Suits, comme Billions, ou toutes les séries comme Silicon Valley qui montrent vraiment l'entrepreneuriat de près, on peut apprendre de l'expérience des autres. On peut apprendre face à cette situation où que l'imaginaire finalement fait sien. Et au-delà de ces séries-là, je trouve que la pop culture, c'est un langage commun. L'intelligence artificielle, comme toutes les formes de technologie, en fait, demanderait normalement qu'on se pose la question de à quoi elles servent. Quel est le but de leur utilisation derrière leur usage? Et en fait, ces questions, on y répond rarement, et c'est vrai de toutes les technologies, et en particulier de celle de l'IA, sauf que c'est un petit peu plus embêtant pour l'IA, parce qu'à partir du moment où on demande à des machines de faire ce qui normalement requiert de l'intelligence humaine, alors on peut bouleverser nos vies personnelles, nos vies professionnelles, nos habitudes même relationnelles. Et c'est pour ça qu'il y a un inconfort quand même autour de ce sujet de la part du grand public. C'est qu'on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. On comprend au travers le prisme de la science-fiction et de toutes les dystopies que l'on peut voir sur les plateformes de streaming type Black Mirror, Westworld, Person of Interest. Et en plus de cela, effectivement, le simple fait d'avoir des machines qui puissent raisonner et se substituer à nous, c'est presque un inconfort philosophique. C'est pourquoi il est très très important que tout le monde se penche sur ce sujet et essaye de comprendre ce que ça peut changer. Et en fait, quand on étudie l'intelligence artificielle, par soustraction, à partir du moment où on essaye de lui faire des choses qui nous incombent en principe, comme créer, comme faire de la musique, comme prendre certaines activités professionnelles qui étaient les nôtres jusqu'à présent, ça nous oblige par soustraction à se demander mais alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui appartient à l'individu et qui appartient seulement à l'individu? Et là, on va tomber sur la question effectivement des relations humaines. On va comprendre que le but de nos vies sociales, et on le sent bien dans la période de confinement, la perturbation liée à la crise du Covid, c'est qu'on n'arrive plus à établir les relations telles qu'on le faisait précédemment. C'est ce qui nous manque le plus, c'est ce qui nous rend le plus heureux et ce qui peut nous faire le plus souffrir. Et ça, effectivement, c'est ce qu'il faut préserver. Là où, en revanche, je ne dirais pas que c'est notre spécialité, c'est que bien souvent, en tout cas dans le monde du travail, on demande à des individus de faire ce qui pourrait être fait par des machines. Je le vois souvent dans le domaine des ressources humaines. Si on demande à des recruteurs de trier des CV, ce n'est pas digne d'un humain. Une machine peut le faire. Par contre, on devrait demander aux recruteurs d'établir des relations avec des candidats, d'établir des relations avec des gens qui veulent des mobilités. Donc l'enjeu de l'intelligence artificielle va peut-être être de nous pousser dans nos retranchements et de nous contraindre à être réellement des humains établissant des relations plus harmonieuses, plus intéressantes et enrichissantes. Et si on n'y arrive pas, alors que là, peut-être que les dystopies que l'on voit sur les plateformes de streaming ont plus de chances d'arriver parce qu'à ce moment-là, si on n'est pas humain, on peut effectivement être remplacé par des machines. Ce qui est de nouveau intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous contraindre à développer effectivement cet esprit critique quant à la qualité des données que l'on va fournir à des algorithmes, à la façon dont on va les éduquer. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il n'y aura pas de discrimination dans le traitement des machines que l'on aurait induit à cause d'une mauvaise éducation, d'un mauvais entraînement, on parle plutôt d'entraînement pour l'IA, ou de données qui comportent des biais. On l'a vu, je parlais du recrutement, il y a cette notion avec Amazon où quand le robot recruteur qu'ils avaient mis en place commençait à discriminer, ça n'a fait en réalité qu'illustrer le fait que l'industrie informatique était éminemment discriminante, plutôt blanche, plutôt éduquée, plutôt autour de 30 ans. Donc l'IA n'y est strictement pour rien. L'IA a servi de miroir à ces biais. Je pense que ce que l'intelligence artificielle exige, en fait, la société en a besoin aujourd'hui. Et quand on regarde tout le complotisme, tout ce qui a trait à la crise sanitaire, on comprend à quel point cet esprit critique, cette capacité à redébattre, à ne plus penser uniquement comme des machines en 0 ou 1, est indispensable. Alors, l'intelligence artificielle va nous contraindre à ça, et de la même manière qu'elle nous contraint à devenir un peu plus humains,
Elle va nous questionner aussi finalement sur l'éducation même de nos enfants, va nous questionner sur la façon dont on regarde le monde et là aussi elle va permettre de révéler, j'aime bien ce terme de révélation, des patterns et peut-être en entreprise révéler le fait que tel Billy Elliot, il y a beaucoup trop de boxeurs en entreprise qui sont en réalité des danseurs. Et c'est là que va venir la notion de collaboration. C'est là que la notion de soft skills va être introduite. Les soft skills sont indispensables, évidemment avec les machines, parce que j'aime bien prendre l'exemple de Will Hunting. Dans Will Hunting, Robin Williams, quelque part, n'apprend rien à Matt Damon. Matt Damon est ce qu'il est, mais Robin Williams lève une sorte de couvercle, lui apprend à tirer profit de tous ses talents, lui apprend à gérer ses peurs. Et là, on est dans une collaboration humain-humain. Dans une collaboration IA-machine, je pense que la machine, un peu comme Robin Williams, pourrait mettre des possibles en avant, pourrait révéler des compétences enfouies, peut-être des peurs enfouies, des comportements dont on n'aurait pas conscience. Et l'enjeu n'est pas que l'IA décide pour nous. Comme le dit un peu Yuval Noah Harari dans 21 leçons pour le 21e siècle, il dit que finalement l'IA pourrait prendre des décisions à notre place tellement elle va avoir d'informations sur nous. Moi, je crois qu'il faut s'arrêter au pas d'avant. Il faut que l'IA détienne ces informations, mais nous les rende, nous les restitue, nous rende quelque part plus intelligents sur nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, parce qu'on sera plus éclairé, peut-être que justement, on retrouvera peut-être un libre arbitre, une liberté qui n'est pas la nôtre quand on ignore tous nos schémas inconscients que l'on répète. Je crois beaucoup à cette notion d'IA comme un miroir. Et Garry Kasparov, qui est bien placé pour connaître les possibilités de l'IA, puisqu'il a été un des premiers champions à se faire battre en 1997 par Deep Blue, a beaucoup étudié l'intelligence artificielle et a montré que, de façon générale, si vous prenez un individu qui n'a aucun super pouvoir, quelqu'un de très ordinaire, qui collaborerait avec une IA qui est raisonnablement entraînée, pas non plus la plus forte du monde, mais qui collabore très bien, en tout cas aux échecs, à 100%, cette collaboration amènera à la victoire sur un champion comme Kasparov qui collaborerait mal avec l'IA la plus forte du monde. La collaboration va être la clé de la performance et en plus, la collaboration, c'est presque un projet de société, un projet politique, que de remettre l'humain au cœur de la société et que la technologie soit complètement à son service. Et à ce moment-là, je pense que tous les fantasmes autour de l'automatisation qui va remplacer l'humain et des entrepôts qui ne seront plus qu'avec des machines comme dans Real Humans, ça n'arrivera pas. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des dirigeants aussi politiques, des chefs d'entreprise qui aient à cœur de mettre en avant ce projet plutôt qu'un pur projet productiviste ou capitaliste. Entre l'analyse et l'émotion, je choisirais à chaque fois l'émotion. Parce que pour moi, l'émotion retranscrit tout ce que le corps ressent, ce que l'esprit a processé, ce que le cœur a ressenti, alors que dans l'analyse, très souvent, il y a une absence d'émotion et donc il y a tout un pan de l'individu qui en est absent. Donc ça m'intéresse moins. Questionnement scientifique ou questionnement philosophique, je suis assurément aujourd'hui sur le questionnement philosophique. Je souffre cruellement de l'absence de débat, l'absence de confrontation d'idées. Je trouve que le débat n'existe plus. On est obligé de choisir 0 ou 1. On est vraiment tombé dans une pensée très numérique. Et donc la question de la philosophie pour moi, c'est le pas de recul, c'est de nouveau retomber amoureux de la complexité et du fait qu'il n'y ait pas forcément de choix simple à tout. Je ne dis pas que le questionnement scientifique empêche ça, mais à date, la science est trop brandie comme quelque chose qui fait office de vérité. Or, la crise sanitaire nous montre que les scientifiques peuvent être éminemment en contradiction les uns avec les autres. Donc, ça a perdu cette notion de vérité absolue et ça ne l'a jamais été, donc tant mieux. Mais aujourd'hui, on a besoin, à mon avis, de plus de philosophie encore que de science. Entre le machine learning et la compétence d'apprentissage, d'apprendre à apprendre, je choisirais toujours la compétence humaine. Parce que la machine n'existe pas sans l'humain. Et il va falloir que l'humain, d'abord, apprenne à collaborer avec la machine, lui apprenne à apprendre, elle aussi. Donc cette capacité à se lancer dans des domaines nouveaux, à avoir suffisamment confiance en soi,
à s'adapter. Tout cela fait partie de la richesse de l'apprentissage et ça doit être la richesse de l'être humain pour ensuite mieux saisir l'opportunité de l'intelligence artificielle et du machine learning auquel vraiment je crois beaucoup, mais on doit vraiment miser aujourd'hui à 100% sur l'humain et que la machine ne soit là que pour le servir.